Sunderlight Productions. Dans cet épisode, nous parlons de George Floyd, d'avoir une vision, de mouvement, d'avoir seulement 16 pauses, de rater un moment, de contexte et de plans larges, serrés, détails, de ralentir le mariage, d'apprendre de tout le monde, de la bonne façon d'aborder Instagram, d'être légitime, de poser les choses, de la bonne façon d'investir en soi, mais surtout, on va découvrir que la lumière est vivante, un peu capricieuse, et que c'est une fille. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Franklin K. Et à te voir, je pense que j'aurais dû dire Franklin K en fait. Les deux, Franklin K, Franklin K, c'est voilà. Pour les Français, c'est Franklin K parce que c'est notre logique, mais ce que tu me disais, c'est qu'il y a une logique internationale aussi. C'est vrai que ton site est en anglais. Et qu'il y a cette réflexion qui va derrière, en fait, probablement. Ouais. Bienvenue Franklin, bienvenue dans ce podcast. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Tu connais la première question, c'est l'elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur. Il y a une personne bien connue dont on m'a demandé d'arrêter de dire le nom, qui rentre avec toi et tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Hey, comment vas-tu? Alors, voici, moi, je suis photographe et ce que j'apprécie le plus, c'est de faire en sorte que la lumière devienne notre allié. Et donc, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que avec la lumière, on va faire transparaître l'authenticité de la personne, la profondeur, ses larges, sa hauteur. Et je pense que tu es le t'es la parfaite personne qu'il faut que je photographie. Donc moi je bouge partout dans le monde, je suis basé à Paris, j'apprécie vachement le portrait, le poser et surtout si je peux l'intégrer dans le patrimoine d'une personne comme toi, eh ben ça serait parfait. Donc en fait t'es un fan de Steve Jobs, c'est ça que t'es en train de dire? Purée, tu l'as dit, incroyable. Je sais, j'avais toujours prévu de finir par le dire, mais là du coup ça s'imposait un petit peu parce que quelqu'un qui prend le podcast en cours de route, qui commence par ton épisode, du coup il va pas comprendre la vanne en fait. C'est ça, je veux comprendre. Mais j'apprécie ce que Steve Jobs a apporté dans mon workflow de travail. Donc on va dire qu'on gardera ça. C'est un juste retour des choses. Tu es photographe essentiellement de mariage. Ouais. Tu as une particularité qui est la première chose que j'ai notée dans ta façon de travailler, c'est que tu travailles à l'argentique. Exactement, le bébé argentique. Exactement, on va y revenir un petit peu plus loin. J'ai noté que tu as un autre job en parallèle. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je suis consultant en cybersécurité, donc je parle beaucoup, du moins, pour vulgariser, je m'occupe de mettre en place ce qu'on appelle des comptes à privilèges dans une société liée à la banque, et c'est tout autre chose, mais pour moi ça correspond un petit peu à ce que je fais aussi dans la photographie, c'est compartimenté. Donc du coup, vu que je travaille comme ça, c'est compartimenté, ça matche bien pour l'instant. Pourquoi je te pose la question? Parce que tu parles de cybersécurité, tu photographies en analogique et je trouve ça hyper ironique que quelqu'un qui bosse en analogique s'occupe de sécuriser du numérique en fait. C'est ça. En fait, en vrai, ce n'est que la même chose, mais simplement avec 2 dimensions différentes. La dimension totalement virtuelle, mais le naturel, on l'aurait fait pareil. Si j'avais aujourd'hui, moi, je shoot en argentique. Mes films, je dois les protéger parce que dans mon contrat, j'inclus ça, que je garde les films, que je les archive, etc. Et c'est la même chose, je suis obligé de mettre ça de façon sécurisée, parler avec une personne. Donc, c'est la même chose, mais je pense qu'on va pouvoir détailler davantage après. Il y a une vraie logique derrière. Non, mais je trouvais ça marrant, mais c'est vrai que finalement, ça peut être tout à fait, extrêmement cohérent, en fait. J'ai noté, on va en parler dans ta présentation, que tu es membre d'un collectif qui s'appelle Ethos West, et j'aurais bien aimé que tu nous en parles un petit peu, parce que j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des avis très tranchés sur ce genre de collectif. Moi, ma philosophie, c'est qu'en général, ces collectifs nous emmerdent quand on n'en fait pas partie, mais qu'on aime bien nos propres communautés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les objectifs de cette communauté, justement ? Alors,
Ce qui est assez drôle, ça arrivait malheureusement avec un fait qu'on justement, très récemment, on a eu la décision de ce qui s'est passé avec George Floyd. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une particularité, du moins je trouve, dans ce qui est de l'art en général et de ce qui est lié à la photographie, c'est qu'il existe énormément de photographes de renom qu'on peut voir et qu'on peut encenser, et que malheureusement dans certaines communautés on ne les voit pas, et je pense que j'en fais partie parce que il y a l'histoire qui parle de ça. Il y a aussi au fait le fait que c'est très rare d'en voir, et je pense que les 3 fondatrices qui ont mis ça en place, elles ont dit voilà, notre voix aussi compte. La petite anecdote, c'est que une wedding planner avait demandé le tarif à une de nos photographes qui se trouve dans le collectif. Quel est ton prix? Et elle a demandé la même chose dans une autre communauté, parce que s'il y a une communauté, c'est qu'il y en a plusieurs. Et au fait, son prix était 20 à 25% moins cher. Et pourtant, le travail était tout aussi bien, tout aussi cohérent. Et justement, la philosophie, c'est qu'on essaye de faire des points où on se dit, voilà, même si la plupart des personnes sont aux États-Unis, mais même si on peut rayonner dans notre communauté, on peut rayonner aussi dans les autres. Et certaines personnes peuvent s'y attacher. Et je remercie surtout Brides et justement Alicia Rinka et les autres qui ont su se dire c'est important de vraiment être beaucoup plus inclusif et de le faire ressentir dans le travail qu'on fait au jour le jour, et surtout dans le milieu de l'art et de la wedding industry. Moi, je pense, pourquoi je te pose la question, je pense que c'est surtout une histoire de communication, en fait, et c'est important de communiquer, de se montrer, d'être visible. Aussi. C'est vrai que c'est peut-être un point sur lequel il y a eu des manques dans le passé. J'ai l'impression que depuis George Floyd, justement, il y a une prise de conscience. J'allais dire un effort, c'est pas un beau mot, l'effort, et c'est pas représentatif, mais il y a effectivement peut-être une prise de conscience, et on voit beaucoup d'artistes noirs émerger on n'aurait pas dû avoir besoin de ça, en fait, exactement, pour se rendre compte qu'il y avait du talent, mais autant en profiter peut-être. De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase où, au fait, on a besoin de pouvoir revenir back forward. On a besoin de revenir à l'essentiel, et qu'on se rend compte, c'est qu'au fait, aujourd'hui, on a été bloqués tous à la maison, et au fait on était tous dans le même stade. C'est-à-dire que pour pouvoir faire quelque chose, il va falloir être créatif, inventif, que tu sois blanc, noir, rouge, vert, bleu, il va falloir être plus créatif et sortir de ça. Et au fait, je suis désolé, mais tout le monde a pu le faire, et il y a des choses qu'il fallait faire, et on les a mis en place, et je pense que ça a été le trend, quoi. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, je pense. C'est malheureux qu'on ait eu besoin de ça, mais bon, l'essentiel étant qu'on avance dans la bonne direction. C'est ça. Je suis désolé si je suis un petit peu maladroit peut-être sur ces sujets-là, mais bon, après, je pense qu'il faut en parler, il ne faut pas se voiler la face. Et après, personne n'est parfait. Moi, pas plus qu'un autre, mais voilà, c'est important d'aborder les sujets. Je pense que le dialogue fait que ce sujet, ou les sujets liés à cet encart-là, comme ça, il n'y aura pas de discussion, on va pas dériver, mais permettent à ce que les gens, même s'ils en prennent conscience ou ils veulent pas en prendre conscience, et c'est sur la table. On va dire, voilà, c'est le dîner de famille. Il y a l'oncle qu'on n'aime pas, il est là. Il faut arriver à en parler, quoi. Il n'y a pas de ligne dans le sable à tracer. Il faut en parler clairement, simplement, et sans avoir peur forcément de dire une bêtise. On en dira de toute façon, quoi qu'il arrive, mais l'essentiel étant d'avancer. Exactement. Tu as commencé en parlant de lumière. Et je trouve que c'est très adapté à la question suivante. Je lis ton site et je vois qu'il y a beaucoup de foi dans tout ce que tu fais, en fait. Ouais. C'est moi, je cache pas. Moi, je crois en Dieu. Certaines personnes vont l'appeler univers, certaines personnes vont l'appeler Allah, Krishna, etc. Moi, je crois simplement en Dieu. Et le simple fait d'avoir un fondement sur mon identité propre, c'est-à-dire que je crois que je suis un esprit dans un corps et qui a des émotions, donc qui possède une âme. Et au fait, toute ma philosophie, toute mon approche photographique est basée sur la lumière. Pour moi, la lumière est une personne. Et quand je dis c'est une personne, c'est qu'au fait, le matin, elle se lève, elle me donne ses plus belles silhouettes, sa plus belle courbure, et à midi, elle me dit, je
je tape dessus. Et le soir, elle me montre ses plus belles couleurs dans sa diversité. Et je pense qu'il y a des moments bien précis. C'est pour ça que parfois, quand je parle avec d'autres photographes qui me disent j'aime beaucoup ce que tu fais en photographie, je sais pas comment tu fais, qu'est-ce que tu... Et en fait, je lui dis, j'ai commencé d'abord à accepter que la lumière était une personne. Et là, elle m'a commencé à me chuchoter à l'oreille ce que je devais faire, pourquoi je devais le prendre comme ça, pourquoi je devrais attendre ce moment-là, pourquoi je devrais discuter avec mes clients pour leur dire que votre planning ne correspond pas avec ce que je vais faire, donc je préfère vous orienter vers un truc. Donc pour moi, la foi est basée sur ce que je comprends. Après, on va pas étaler, mais pour moi, c'est vraiment important d'intégrer ça dans toute ma philosophie de photographie. C'est marrant parce que je t'écoute et je me dis, la lumière est une femme. Exactement. Et ma lumière, justement, est une femme aussi, donc du coup, tout va bien. Si on parle de ta philosophie photo, Oui. la première question dans cette partie de l'épisode, c'est quelles sont tes inspirations, quels sont tes photographes, tes livres, tes photos préférées. La question est un petit peu plus ouverte que d'habitude parce que toi, tu les affiches clairement et c'est assez rare. Tu les affiches clairement sur ton site internet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes influences ? Alors moi, mes influences, elles sont simples. Du moins, elles sont simples. Moi, je pars toujours du principe que quand je veux faire quelque chose, je vais voir ce qui est abordable et donc ce qui me permet de pouvoir progresser dans mon optique. Moi, mon optique, c'était de pouvoir travailler la lumière, faire parler d'elle par son art, par son intensité et sa créativité. Et donc, du coup, j'ai recherché avant, parce que, alors, petite histoire, c'est que moi, j'ai commencé par la photographie de portrait complètement, parce que avant, je faisais beaucoup de vélo. Et à un moment donné, je n'ai pas pu assister à un événement qui me tenait à cœur et j'ai dit, je vais prendre un appareil photo et puis je vais aller photographier l'ensemble de cet événement. J'étais au 50 mm avec un 5D Mark. Un 5D Mark III, je crois, ou un 6D, bref. Et j'ai photographié tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Je me suis pris j'ai dit waouh, ah ouais. Et au fait, c'est la suite logique d'une seule chose, c'est que mon père avait des Canon en film. Il avait une caméra, tu vois, les grosses caméras qu'on avait à l'époque, qu'on achetait. C'est pas du Super 8, mais voilà, où on mettait les grosses cassettes VHS. Et moi, j'adorais prendre ça et aller filmer plein de choses dehors. Et en fait, c'est revenu. Et à ce moment-là, j'ai dit ok. Je vais m'y mettre, je vais prendre le fil et j'ai commencé 2015 et j'ai dit 2015, ce que j'aime faire, c'est vraiment prendre les gens dans leur ensemble avec la plus belle lumière possible. Mais pour ça, au fait, je peux pas aller vers n'importe qui ou n'importe quoi. Et comme on dit, il faut toujours dans la vie avoir une vision. Et avoir une vision, c'est une personne qui va la représenter ou qui va t'aider à aller un peu plus loin vers ça. Et donc, du coup, moi, mes inspirations, je les cache pas du tout et je pense qu'on doit toujours reconnaître une personne qui excelle dans ce domaine. Et moi, il y a Greg Fink. Donc, j'ai fait un de ses workshops en 2018. Où il a permis à ce que je sois tout de suite structuré sur l'approche que j'ai du mariage et de la destination wedding à proprement dit. Et pour moi, ça a été un élément, une discussion, une appréciation, une amitié qui a transformé ma façon d'approcher mon travail. Et ça continue toujours en étant moi-même, mais ça continue toujours. La deuxième personne, c'est Pascal Délé dans la façon d'approcher l'art de la vidéo et faut le dire, la représentation de ce qu'il est en tant qu'homme, moi je suis de couleur noire, il est aussi, ça a forcément aidé et il y en a d'autres, mais son approche est vraiment basée sur sa personne et il est une très belle personne et son cœur pour pouvoir transmettre ce qu'il dit dans sa façon de filmer, dans sa façon d'approcher les images, c'est ce qui fait que ça me motive toujours, même quand je vois le très peu de choses qu'il diffuse, de me dire mais voilà, au fait sa construction elle est basée sur le son, sur ces choses que je veux moi aussi intégrer maintenant dans ce que je délivre à mes clients. C'est ce que j'apprécie beaucoup et Alicia Rinka qui est basée aux États-Unis et qui fait un travail extraordinaire parce que elle sait manier l'argentique en rendant ça tellement fashionable que au fait son approche
est totalement différente, quand bien même moi, on pourrait dire, on fait à peu près la même chose parce qu'on fait du fine art, etc., etc. Mais non, en fait, elle a une approche tellement différente de la sensualité de la lumière, que je veux dire, et qui me permet de voir les choses autrement. Donc, j'apprécie vraiment, vraiment ces trois personnes, et j'essaye de m'en détacher tout en restant moi-même, même si je suis connecté à eux. L'affiliation, elle est quand même hyper évidente quand on regarde leur travail et le tien. Exactement. On voit qu'on est, on boxe dans la même catégorie, on est dans les mêmes, dans le même esprit. En tout cas, qu'il y a quand même, l'influence, elle est extrêmement forte. T'es dans un type de photographie un petit peu à part dans le mariage, je trouve. C'est vraiment un genre en soi. On peut dire fine art, c'est pas. Ouais, on peut dire fine art. Moi, je pense que maintenant, pense que c'est pas précis en fait, mais. En fait, le mot est ok, c'est vrai, c'est le fine art parce que c'est plus simple, mais je pense que c'est en fait, c'est l'approche esthétisme, rendre les personnes plus élevées qu'elles le sont à un instant T, dans un moment bien précis. C'est ça qui est lié à ça. Je pense que c'est plus l'esthétisme qui devrait être appelé ce corps. C'est l'esthétisme qui te fait déclencher? C'est ça qui fait que tu appuies sur le bouton? Moi, en vrai. Alors, il y a beaucoup de choses, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais j'aime beaucoup le mouvement, mais j'aime capturer le vrai mouvement. Et si je me rate, elle sera quand même dans la sélection. Mais je pense qu'il y a des petites questions qui entrent mal de ça. Ça va arriver. Il y a la grande question, il y a une question que je dois te poser, par laquelle on va commencer réellement cette partie-là. Okay. C'est pourquoi l'argentique? Ouais. Pourquoi l'argentique? Et pourtant, je pourrais dire, j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé avec un 5D, pas un 5D, c'est un 6D, je sais pas, là, je me rappelle, et j'ai commencé avec ça, et c'est du digital. Mais au fait, je me suis souvenu d'une chose, c'est que mon père avait toujours cette manie de prendre la pellicule et d'aller à Carrefour la déposer pour le faire développer, et un jour, il allait dans un labo, et c'était totalement différent. Et je me suis souvenu de ça, et je me suis dit, je vais retrouver un Canon EOS 3 et je vais commencer à reprendre avec ça et commencer à shooter avec ça. Et c'est différent. En fait, le simple fait qu'on ait 35 poses, on a 35 possibilités de se rater seulement. Ou 35 possibilités de faire. Au lieu de 5000. Voilà, au lieu de 5000, au lieu de... Et au fait, ça a tout de suite cadré la façon dans laquelle j'approche la photographie. Ça a tout de suite cadré le fait que, en fait, si je rate un instant, j'accepte d'avoir raté cet instant et je le traduis autrement, ou je file mon reportage autrement pour pouvoir faire en sorte que ma patte soit transcriptible. On peut voir ma patte parce que je fais ce type de photo. C'est toujours cadré, certes, mais j'accepte de me louper. Et quand je me loupe, je le transmets quand même parce que je dois être transparent et authentique. Il y a une deuxième, d'ailleurs c'est marrant parce que tu vois, tu dis ça, on va en parler un petit peu plus loin dans le choix de photos dont on va parler plus précisément. Il y a une deuxième caractéristique en fait que j'ai un petit peu mis de côté par rapport à l'argentique, mais qui finalement est peut-être aussi importante que le fait de shooter à l'argentique, c'est de shooter au moyen format argentique. Ouais. Alors j'ai découvert ça. Alors j'ai iOS 3, etc. Puis après j'ai aussi acheté comment ça s'appelle, un V de chez Canon, celui pour les sportifs. Ouais. Alors du coup tu mets ta pellicule, t'appuies dessus, il n'y a plus rien au bout de 5 minutes, même pas. Et encore il n'y a plus de pellicule, et encore de 5 minutes. C'est gros, mais j'avais besoin de poser vraiment les bases avec la nouvelle façon que j'approchais la lumière. Le digital, c'est assez facile. Tu prends, tu vois, je suis surexposé, j'ai plein d'infos. Mais au fait, le simple fait d'attendre une semaine pour recevoir toute cette galerie et d'avoir dit, j'ai choisi les moments que je voulais prendre et j'ai que 16 poses sur ma péloche, c'est pas pareil. C'est une approche différente. Et du coup, quand je me retrouve avec un boîtier numérique, je reproduis exactement la même chose, je reproduis exactement les mêmes étapes et je me rends compte qu'au fait, il est possible dans des moments si précieux d'avoir exactement les bonnes photos. Pas avoir 15 photos du même instant, mais le simple fait de savoir que pour moi, le moyen format va me permettre d'avoir une plage dynamique beaucoup plus grande sur certaines choses, la façon dans laquelle je vais communiquer avec mon labo pour leur dire là, mes verres, ils sont pas du tout cohérents par rapport à ce que je veux pouvoir avoir une constance,
par rapport à ce que je recherche. Et il y a une discussion. Et ça, aujourd'hui, ça se perd parce que aujourd'hui, chacune de ces personnes a son preset, il le met sur son poste de travail et puis il bosse avec ça et puis il y a que la relation homme-machine. Donc c'est différent, ça a une approche différente. C'est particulier parce qu'au fait, on pourrait dire mais l'écologie là-dedans, du fait de développer, etc. Je sais que c'est une question qui, depuis quelques mois, a été chamboulée par une annonce que Fuji avait fait, mais je pense qu'il y a des choses qui resteront pareilles. J'aime shooter en argentique, surtout pour moi en moyen format, surtout la partie des séances de portraits, parce que là, tout de suite, je vais avoir des portraits de personnes qui vont être posés. Donc du coup, je vais pouvoir dire, je prends 16 poses de portraits. Là, je veux pouvoir le faire. Et c'est l'instant que je préfère le mieux et le rendu que je reçois derrière. Il y a, en termes de philosophie, en fait, c'est marrant parce que en ce moment, moi, je regarde plein de vidéos sur YouTube de photographes qui parlent un petit peu de tout. J'ai tendance, je me rends compte, à regarder des vidéos de photographes argentiques en ce moment parce que c'est moins à propos du matos, c'est plus à propos des photos. Exactement. Moi, j'en parle très peu. Les gens, je leur dis, je shoote en argentique, ou soit les mariés, ou les mariés, des fois, elles le découvrent, ou elles le savent, mais elles comprennent pas pourquoi. Ah, mais vous allez mettre des films à chaque fois. Oui, bien sûr. Ah ouais, mais c'est particulier. Ou soit les invités qui disent, ah, mais vous shootez en film comme à l'ancienne, comme à mon père, et eux, ça leur amène des souvenirs. Et quand ils voient leurs photos dans leur galerie, ils se disent, mais ah ouais, mais ça ressemble exactement un petit peu à ce que mon père ou un truc. Bon, ça va se perdre parce qu'il y a beaucoup plus de numérique, mais je trouve qu'aujourd'hui, l'argentique, il faut y passer quand on est photographe, même quand on est numérique. Faut y passer pour se rendre compte que c'est pas pareil, c'est pas la même chose. L'approche est différente et ça touche automatiquement à ce qu'on fait en production numérique. Est-ce que le côté argentique, tu considères que ça fait partie de l'expérience que tu offres à tes clients ou pas ? Est-ce que tu penses que tu laisses un souvenir différent parce que tu shootes en argentique et que justement ils se remémorent peut-être tous ces trucs-là ? Alors le paradoxe, c'est que parfois certains clients n'arrivent pas à faire la différence parce que au fait il y a des moments, typiquement le soir, je peux pas me permettre de shooter en argentique, je pourrais le faire, mais mon process à ces instants-là n'est pas le même, mon approche n'est pas le même. Donc tout au cours d'une journée, mon esthétisme, mes valeurs, le fait que j'ai tchatché avec Madame Lumière entre guillemets est tellement différent que oui, je l'approche, je leur dis oui, je shoot en film, il y a des moments précis qui m'intéressent en film et qui correspondront à votre approche et à ma philosophie, à mon approche par rapport à votre couple. Et je le dis souvent, je leur dis à mes clients, je ne shoote pas pour vous en premier. Je shoot pour moi et vous êtes la cerise sur le gâteau, donc je shooterai pour vous. Et dès lors que c'est dans ce sens-là, eh ben forcément mes clients se disent, déjà il sait de quoi il parle et il sait pourquoi il se permet de se dire ce genre de choses. Alors je peux lui faire confiance et me permettre d'intégrer ça dans mon budget. Tu viens de poser la question suivante, enfin de me faire un pont d'or vers la question suivante, qui est que quand on regarde ton travail, on voit que tu présentes énormément de détails et que tu as un process très cadré, entre guillemets, tu sais exactement où tu vas. Ouais. Je me rappelle d'une discussion sur Clubhouse, puisqu'on s'est connus sur Clubhouse, où tu parlais justement de ça. Tu disais que tu allais cadrer les débats, que tu shootais pour toi et que les mariés étaient là. Justement, d'ailleurs, tu as dit exactement la même chose, il me semble, que les mariés étaient sur la cerise sur le gâteau, mais que tu shootais pour toi. Qu'est-ce que tu considères être les images que tu vas devoir rendre ? Qu'est-ce que tu considères être ton rôle, en fait, dans cet événement-là ? Moi, mon rôle, c'est de contribuer au patrimoine de cet instant pour eux à un moment précis. Et donc du coup, ils ont des souhaits, ils vont dire moi j'aime ma famille, j'aime ce type de colorimétrie là, j'aime ce type de personne là dans l'essence du travail que je veux faire ou que je veux dans l'essence de ce qu'ils veulent approcher pour ce jour-là important pour eux. Et moi ce que j'aime, c'est que quand je délivre ma galerie, je délivre une histoire de leur vie à un instant T. Et pour ça, moi, j'ai besoin toujours d'avoir le contexte, c'est-à-dire, c'est un peu la règle 3 pour 1 pour le cinéma. Le plan large, où ça se passe, où on se situe. Je resserre, voici ce qui est l'acteur, le moment de l'action. Et le détail, et pour moi, on va voir beaucoup sur mon site du détail, beaucoup cette approche sur ce qui a été mis en avant. Et ben, je vais le faire et je vais continuellement tourner autour de ça, tout le temps.
Et ça, pour moi, c'est ce qui fait c'est ce qui fait que je délivre une galerie qui est toujours random et qui va dire, mais au fait, on peut lire l'histoire dans n'importe quelle façon. On commence par l'image de la soirée, et juste après, on a du détail, et on se dit, mais ça correspond exactement. Et c'est ça que je veux faire transparaître à chaque fois que je rends mes photos. Donc finalement, quand tu dis que tu shootes pour toi, tu shootes selon ton process, en fait. C'est la manière dont tu estimes devoir montrer les choses. C'est pas dans le sens où on pourrait l'interpréter dans le sens égoïste, je suis un artiste et je vais dire ce que j'ai envie de dire. C'est dans le sens, j'ai une manière de fonctionner et n'interférez pas avec cette manière de fonctionner là finalement. Alors, ils vont interférer dès lors qu'ils me donnent leurs besoins, mais qui sont cadrés. Ils sont toujours cadrés. C'est voilà, votre besoin, il faut absolument qu'il y ait le chien. Vous avez un chien, et ben ce chien-là, si je l'ai pas pris, s'il est pas dans un contexte, par exemple un chien, ça tourne beaucoup, ça tourne sur ce fait de faire du mouvement, si j'arrive à le capturer, ils s'en rappelleront et ils diront mais en fait il est allé plus loin que ce que je demandais. Il a pris exactement ce que j'avais besoin et autour de ça, bah après je vais construire mes images et ça j'ai pas de problématique. Alors justement on parlait du côté posé un petit peu plus tôt. Moi je te trouve, alors je sais pas si c'est parce que tu es effectivement plus à l'aise dans ce côté-là de la photo ou si c'est parce que c'est ce que tu montres plus facilement sur tes réseaux. Mais je trouve que dans ce qu'on voit de toi, tu es plus à l'aise sur ce qui est posé et construit. Et justement, je me demandais si c'était, le cas, si c'était lié à l'argentique. Si l'argentique te forçait peut-être à poser un peu plus les choses que si tu bossais au numérique, justement. J'ai deux choses qui viennent mettre en lumière la façon du fait que on peut voir que des choses très posées. La première, c'est qu'en fait, le type de clients que je vais recevoir ou que je vais avoir, ils sont de façon internationale. Donc du coup, quand ils prennent mes services, quand ils viennent vers moi, ils savent très bien qu'au fait, la journée va pas être une journée de rush, tu vois. Donc en fait, il y a des choses qu'ils attendent. Donc du coup, il y a des choses qui sont naturellement posées. Et la deuxième chose, c'est que en vrai, j'aime les mouvements. J'aime beaucoup le mouvement, mais je trouve qu'au fait, aujourd'hui, malheureusement, ce qui plaît aux gens, c'est des choses qui sont posées. Le Covid nous a tous posés. Donc, du coup, en fait, les images, je pense que j'ai anticipé les images de demain. Je rigole, j'extrapole, mais pour moi, au fait, j'aime les choses posées et je montre beaucoup de choses posées. Mais quand on regarde ma galerie, où je partage une galerie, j'aime rendre des photos en noir et blanc où il y a du mouvement. Pourquoi ? Parce que le mouvement, on l'a pas. On peut avoir quelque chose de posé, on le fige, on le garde, mais le mouvement, quand on arrive à l'avoir, c'est quelque chose qui ne reste pas. C'est flou, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut garder. Et ça, pour moi, c'est trop. J'aime beaucoup en vrai les mouvements, mais je le montre pas assez. Je pense que je vais. Mais tu le fais. C'est juste que tu le présentes moins en fait. Je me présente moins, même si j'aime ça, tu vois. Je sais pas sur ça que j'ai accès. D'accord. Et pourtant, on va parler d'une image en particulier. Et cette image-là, c'est du mouvement pur, hein, parce qu'elle est floue. Exactement. C'est une image qui est sur ton Instagram. C'est l'entrée d'une mariée qui est totalement floue, que dans l'absolu, on pourrait considérer, entre guillemets, comme une photo ratée, qui pourtant est très belle. J'aimerais que tu nous racontes déjà l'histoire de cette photo, pourquoi elle est faite comme ça. Est-ce que effectivement, c'est peut-être un petit ratage technique qui donne une belle photo derrière. Et c'est quoi la tête de ta mariée quand tu lui rends cette photo ? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que cette mariée, du moins ceux qui se sont mariés à ce moment-là, moi ils sont venus me voir, ils ont dit Franklin, on te veut. Point, on cherche pas à savoir, tu dis le tarif. C'est bon quand ils arrivent comme ça. On sait ce qu'on veut, on a vu ton travail et on veut pas lésiner sur ton approche. Donc tu es libre de faire ce que tu veux. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au fait, c'était une grotte, là où il devait faire l'entrée, et l'extérieur était cramé. Et au fait, j'avais toujours dit, si j'avais une mariée qui pouvait rentrer dans un moment où la lumière pouvait être tellement intense, parce qu'on peut la voir aussi dans une église, mais là c'était vraiment une grotte, tu vois, c'est vraiment la grotte. Oui, donc t'es dans un endroit ultra sombre, derrière il fait ultra lumineux, et là j'ai dit c'est le meilleur moment pour moi pour pouvoir représenter cet instant-là. Elle était avec son père et c'est une chanteuse, donc du coup elle s'est introduite elle-même. Donc du coup au fait ce moment-là, si je pouvais la voir dans un mouvement. Et surtout, moi, en noir et blanc, j'aime ça et j'apprécie. J'en mets pas assez. Il faudrait que j'en mette plus. Mais
C'était l'instant où, au fait, je me dis, si je pouvais l'avoir floue et en même temps juste derrière net, ça serait incroyable. Et c'était en argentique. Et ben, j'ai fait les 2 photos coup sur coup et j'ai eu exactement celle que je voulais. Donc, elle est totalement intentionnelle, cette photo. Ah ouais, elle est intentionnelle. La deuxième était un peu ratée, je vais pas le dire. Mais celle-là, elle était recherchée parce que je voulais justement en avoir une qui pouvait représenter euh, euh, ce que la lumière est capable de faire quand bien même elle est forte et intense, mais dans un moment aussi sacré, aussi important pour ce couple-là, au fait. Ils sont venus pour cette façon d'approcher les choses. Du coup, la question que je me pose, c'est dans quel ordre tu les as fait? La floue d'abord et la nette après, ou la nette d'abord et la floue après? Alors techniquement, on sait très bien qu'on change directement de plage dynamique ou on change en fait on change de plein de paramètres. Je me suis dit, vaut mieux que je fasse la floue maintenant parce que dans tous les cas, quand elle va avancer vers moi, je peux gérer cette partie-là. Ça va prendre 2-3 secondes et surtout. Ce qui est important, c'est que j'avais communiqué avec eux. Je leur avais dit, vous n'êtes pas pressés, c'est votre jour. Et ça, je pense que le photographe, surtout en argentique, c'est une discussion qu'il faut avoir. C'est votre jour, vous n'avez pas besoin de rusher. Tout le monde est là pour vous. Donc prenez le temps de rentrer. Et donc du coup, rien qu'avec ces moments de discussion, bah du coup, elles sont rentrées, ils ont fait des pas. Je leur disais toutes les 2 secondes, faites un pas. Donc du coup, j'avais le temps de faire mes manips. Et je pense que c'est une discussion et une approche qu'il faut avoir dès lors qu'on est en Argentine. C'est rigolo parce qu'en discutant de ça avec toi, je me rends compte que l'approche du photographe peut vachement conditionner l'approche des mariés là-dessus. Mais c'est pour moi, un photographe est capable de changer le planning d'une journée de mariage complètement. Il a le droit et je pense que même c'est pas assez fait. Il y a des choses qu'il faut dire. Moi, je travaille essentiellement avec des wedding planners, mais il faut dire que votre journée, vous n'avez pas envie de transpirer, vous n'avez pas envie d'avoir des gouttes de sueur à 14 heures et je vous prends les photos en pleine cérémonie. Non, transposez ça un peu plus vers 16h, 17h. Ah ouais, c'est vrai, mais c'est chaud. On doit faire. Non, mais vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Entre ce moment-là pour manger un McDo et puis je vous prendrai peut-être dans votre intimité à ce moment-là, j'extrapole, mais une discussion est importante pour pouvoir avoir les meilleures photos possibles, je pense. Ouais, c'est marrant comme approche parce que moi je connais des photographes de mariage justement qui considèrent que la journée c'est un gros rush et que tu dois courir tout le temps et finalement c'est ce qui arrive. Et non, on parlait de foi et de l'univers et ben finalement peut-être que l'univers te répond quand tu mais quand tu appelles les choses. Carrément. Moi, je redonne ma journée au matin et je fais en sorte que le soir, elle se soit alignée avec ce que j'ai dit. Sinon, à quoi bon arriver sur un mariage où, au fait, tout est rushant, au fait, c'est stressant. Non, en fait, c'est pour ça que je pense que l'argentique, pour moi, me correspond. C'est qu'au fait, j'aime poser les choses. Et quand elles sont posées, bah, au fait, je n'ai pas besoin d'en avoir 50 000. J'ai besoin d'en avoir sur une pellicule 16 poses qui vont transcrire exactement ce que je veux. Et ça, c'est très important pour moi. Si on parle de ce que tu vas laisser, c'est quoi l'image que tu aimerais qu'il reste de toi au moment où tu passeras l'appareil photo à la génération suivante? Est-ce que tu l'as déjà faite ou pas encore? Alors, je pense que je ne l'ai pas encore faite parce que ma construction n'est pas terminée. Ma maturité est en train de prendre, je pense, ses meilleurs instants. Et si je me mets dans l'optique que bah voilà, je suis déjà à ce stade-là, je pense que ce que je veux qu'ils retiennent, c'est que on discute avec la lumière avant de discuter avec ces sujets. Comme ça, on est sûr et certain qu'elle répondra favorablement à tout ce qu'on prend d'elle. C'est une photo pleine de foi alors. Exactement. Si on parle côté business, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale? Alors ma source de revenus principale, j'ai un salaire fixe forcément avec mon activité. Aujourd'hui, la photographie, j'ai choisi d'en faire un certain nombre au cours de l'année. Mes objectifs, ils sont pas élevés, c'est moins de 10 et ça me suffit pour l'instant amplement parce que mes tarifs me le permettent de pouvoir le faire. Et je peux dire que j'ai des projets qui sont aujourd'hui en train d'être construits, qui ont été basés sur un business plan. Ça, je le dis et je le redis, il n'y a pas de business plan, on voit pas. Donc, le business plan, il est comme dans la cybersécurité, compartimenté, mis en place, etc. Et c'est avec ça que je traite. Donc, je veux dire que je m'en sors pas trop mal et je peux me permettre de me dire voilà, cette année, je vais pouvoir, malgré ce qui s'est passé, complètement vivre
vivre à moitié de ça, parce que vu que je vis aussi à moitié de mon job. C'est marrant parce que si on regarde d'un autre point de vue, on peut dire que tu as aussi été patient sur ton business plan finalement. Oui, car mon business plan a été construit pour ne pas me faire rusher. Voilà, c'est exactement pareil. C'est pas mal comme tu vas presque me faire changer le titre de l'épisode avec tout ça, mais je pense que je vais rester sur mon idée originale. Exactement. Si on parle un petit peu communication, entre guillemets, c'est pas réellement de la communication, mais c'est du réseau social. Tu es beaucoup sur Clubhouse, moi c'est comme ça que je t'ai connu. C'est dans les rooms de Clubhouse qu'on s'est rencontrés et qu'on a fait connaissance, et que je me suis dit, tiens, ce garçon est plutôt intéressant, il a une approche bien à lui des choses, et ça pourrait être pas mal de discuter dans un podcast. Comment tu approches, toi, ces réseaux-là? Est-ce que ça t'apporte quelque chose en termes de communication? Notamment, j'ai remarqué un truc sur Clubhouse, c'est qu'à chaque fois que je me connecte sur le réseau, je vois ton nom dans une room. Tu es tout le temps dessus. Bah, au fait, pour moi, moi, je me rappelle, hein, ça paraît rien, ça fait vieux jeu, mais moi, Fun Radio, je kiffais écouter ça. Donc, j'aimais écouter la radio, j'aimais me mettre sur un truc Chéri FM. T'es pas tout le temps en train de parler, en fait, dans les rooms. Des fois, t'es juste en train d'écouter. Et juste en train d'écouter. Pourquoi? Parce qu'au fait, ça paraît rien, on apprend de tout le monde. On apprend de tout le monde. Tout le monde dit quelque chose, même une personne méchante, on apprend d'elle parce que du coup, ça réajuste notre système de pensée, notre façon d'approcher certaines choses, et on apprend. Et apprendre, c'est la seule chose qu'on ne peut pas t'enlever, qu'on ne peut pas diviser de toi, mais on peut séparer pour que ça soit multipliable de l'autre côté. Donc moi, j'aime être sur ce réseau et j'entends de tout et je veux pouvoir me dire que c'est pas le FOMO, hein. C'est pas cette peur-là, c'est juste qu'au fait, parfois, il y a des rooms où, au fait, le sujet, il n'est pas forcément lié à ma propre personne, mais elle est liée à un sujet, et donc ce sujet, je dois pouvoir m'y intéresser, et quand je peux garder ça, je le garde. En fait, tu maximises un petit peu quelque part ton apprentissage. Exactement, c'est ça. On va revenir au fait de travailler en argentique, mais plutôt côté cohérence économique, parce que moi, ça m'interroge quand je vois quelqu'un qui bosse avec un appareil photo argentique. Comment est-ce que ça fonctionne économiquement de travailler en argentique, notamment? Alors moi, la grande question et le truc qui me rend dingue, c'est comment tu gères les changements de pellicule, par exemple. Est-ce que tu as un assistant qui te prépare les dos à l'avance, ou parce que enfin tu vois, moi je fais des photos quand je dois changer de batterie, quand je dois changer de carte mémoire, je me mets une pression pas possible en me disant faut pas que je rate quelque chose à ce moment-là. Changer une pellicule, c'est autre chose encore. Enfin c'est un vrai process, ça prend du temps, c'est lent. Il faut faire attention à pas abîmer la pellicule que tu viens de faire en l'exposant accidentellement. Comment est-ce que tu gères tout ça en fait? Alors, je vais essayer de synthétiser. Moi, aujourd'hui, économiquement, à chaque fois que je fais un clic, c'est environ 3 à 4 euros. C'est-à-dire que, voilà, il faut juste étaler, vous multipliez par une pellicule, c'est 16, je vous laisserai faire le calcul. Et puis, voilà. Ça te coûte 3 à 4 euros chaque fois que tu appuies sur le déclencheur? Sur le déclencheur, c'est ça. Ouais. Donc du coup, au fait, je sais ce que je veux quand je suis dans un mariage, et je sais pourquoi je délivre certainement moins de photos que d'autres photographes sur des choses bien précises, parce que je sais ce que je veux. En fait, je veux pas dire que je contrôle tout, mais je sais ce que je veux. Et si c'est bien cadré, je n'ai pas de raison de prendre plus, parce que on vient me chercher pour ce que je sais que je prends. Alors juste, je coupe et j'interjecte une question à cet endroit-là, parce que je me pose la question et je sais que tous les auditeurs se la posent. Combien de photos tu prends sur un mariage et combien de photos tu rends sur un mariage? Alors, en général, je prends entre 40 et 50 pellicules. Donc c'est déjà conséquent, tu vois. Donc c'est ça, sachant qu'aussi il y a du digital. Donc le soir, forcément, et parfois il y a le welcome dinner, donc c'est toujours le soir. Donc voilà, il y a un équilibre. Mais sur une belle journée où les choses j'apprécie, c'est appréciable. Ouais, 50, 60 pellicules. Donc du coup. Il y a beaucoup de photos, mais en général, j'en rends entre 500, 800. Et je pense que c'est suffisant parce qu'au fait, en vrai, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent une galerie et qui regardent et qui contemplent parce que c'est vraiment la justesse. Mais quand il y en a trop,
Ah, il y a tonton René. Ah bah il y a encore tonton René. Ah bah il y a encore tonton René. Non, voilà. Et puis en plus, Tu dilues? ouais, voilà, je dilue. Et puis moi, je rends maintenant une galerie qui est random et une galerie qui est vraiment segmentée. Et en fait, les gens s'arrêtent souvent sur la galerie qui est random et 500 photos en random. Franchement, C'est énorme. c'est énorme. Donc, pour l'instant, c'est ça. Maintenant, il y a des questionnements qui sont en train d'arriver par rapport à ma façon d'approcher la photographie, quand bien même elle restera sur l'argentique. Mais il y a des petits bébés chez Fujifilm Ouais. qui, même si chez C'est on en marrant, tous reparlera. les argentiques, vous finissez chez Fuji. Hein. Un peu. Alors, je te repose la question que j'ai interrompue, je suis désolé, mais c'est vraiment la question se poser et je pense que Pas de problème. tous les auditeurs se la sont posés au même moment que moi. Oui, donc comment est-ce que tu gères par exemple ce qui est changement de pellicule sur Ouais, le jour J, ce genre ouais. de choses bassement techniques, mais hyper important en fait. Alors, en ce moment, alors pour l'instant, quand je faisais mes mariages, moi seul, j'arrivais très bien à le faire parce qu'au fait, j'avais quasiment 5 dos, donc déjà préparé avec un dos, donc 4 dos en couleur, Fuji 400H et un dos en Ilford. Donc du coup, au fait, je savais très bien quels étaient les moments importants et surtout, je m'accordais pas de limite à certains moments. C'est que je sais que mon dos est dans ma poche, je le plaque, je mets, etc. Et je sais que par exemple la sortie, le moment de la cérémonie où elle vient vers moi, voilà, c'est fait, tac, tac, tac. À ce moment-là, je change et j'y vais. Donc du coup, maintenant, avant c'était ça. Maintenant, j'ai un assistant qui load les films parce que sur certains mariages, faut parfois être deux. Et si on n'est pas deux, on rate certains instants Ouais. qui ont été demandés, ont été importants, etc. Et maintenant, je suis avec un assistant, il load. J'espère pouvoir tenir comme ça longtemps parce que c'est un assistant qui est important pour moi et qui a une valeur sûre et qu'il faut aussi étendre parce qu'à un moment donné, il faudra qu'il prenne son envol et moi, Ouais. je trouve que c'est important d'avoir des mini-mois, Ouais. Oui, comme des non, mais mini-mois. tu les formes pour qu'ils prennent la suite entre guillemets, en tout cas qu'ils prennent leur envol à un moment quoi. C'est ça, c'est important d'être alors je vais prendre un mot voilà, source de bénédiction. Mm. Mais c'est cohérent finalement, c'est assez cohérent avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Si on parle un petit peu communication, notamment la place de la communication dans ton travail, je pense que tu fais pas mal de shooting d'inspiration également. Ouais. Il y a un petit côté influenceur sur ton Instagram où tu es assez présent toi physiquement. Non, mais on te voit. Enfin, je veux dire, les Instagrammeurs, enfin, surtout les photographes, on ne sait pas toujours à quoi ils ressemblent. En général, on a une photo de profil, on est planqué derrière un appareil photo. Toi, on a une notion très claire de qui tu es et de ton physique. On te voit, enfin je veux dire, j'ai pas été surpris quand la caméra s'est allumée, je savais à quoi tu ressemblais, alors que des fois je me retrouve face à des photographes, je sais pas vraiment à quoi ils ressemblent. Ouais. Comment tu abordes ça justement? Moi, je trouve que si je suis transparent dans mon approche sur mon site internet, dans ce que je fais, je me dois être dans mon humanité. Et aujourd'hui, on va pas se le nier, Instagram valorise l'image et la personne. Dans mes débuts, je mettais pas ma tête et je me suis rendu compte qu'au fait, mettre la tête sur un esthétisme comme celui-ci par rapport à mon approche, c'était important de se représenter. Et je me souviendrai toujours de ce que ma femme m'a dit. Euh, Elle m'a dit la première fois que j'ai vu ton Instagram, malheureusement, je ne pensais pas que c'était toi derrière, une personne comme toi derrière. Et j'ai vu que c'est à ce moment-là que j'ai dit, il est quand même important de se montrer, de montrer ce qu'on est, pour que les gens puissent comprendre notre approche telle qu'elle soit, afin de pouvoir mieux rayonner dans son domaine et surtout d'être cohérent, parce que on veut pas se le cacher, c'est pas parce qu'on prend des gens qu'on ne peut pas être exposé. Et pour moi, le dire qu'on est timide ou quoi qu'est-ce, non, ça doit pas rentrer en ligne de compte. On doit pouvoir s'exposer et donner une part de soi parce que sinon c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est marrant parce que hier j'écoutais un podcast justement où il parlait de ça. Donc c'est Vulandes. Je ne sais pas si les gens sauront de quoi je parle. Je mettrai le lien. C'est un photographe de Détroit qui shootait à l'analogique d'ailleurs également. Et il disait une chose. Il disait quand lui a commencé sur Instagram, d'ailleurs peut-être ça continue aujourd'hui, tu mettais que des photos de portraits ou des choses comme ça. Tu n'avais pas de like. Tu mettais des photos de tes gens qui pendaient au-dessus d'un pont. Tu avais une tapée de likes. Et en fait, il y a un équilibre à trouver peut-être. Instagram, on a l'impression que c'est un médium idéal pour les photographes, alors qu'en fait, c'est peut-être pas le cas.
Non, Instagram, c'est simple hein, pour dire, maintenant du coup l'info va se répandre comme une traînée de poudre. C'est 48 heures un post. Mm. 48 heures, c'est quoi dans une vie? C'est rien. Donc du coup, en fait, la source sûre, c'est d'être présent. Ça, faut pas le nier. Faut être présent, pouvoir montrer un petit peu ce qu'on a. Et mais c'est pas tout. Instagram, ça permet juste de montrer. Il faut bosser ce qu'on fait dans la vie de tous les jours et montrer qu'on fait des choses bien. Moi, j'apprécie quand on fait bien les choses et quand elles sont belles et on en parlera tout le temps. On retient ça, au fait. C'est ça qui est important. Donc tu es présent personnellement. Ouais, je suis dans ton présent Instagram, c'est personnellement important. et voilà. Et puis j'aime bien rigoler aussi des fois sur des trucs. Sur le fait d'être publié, parce que j'ai vu que tu étais pas mal publié également Ouais. sur des blogs dédiés, dans des magazines également. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça t'apporte en termes de... Enfin, ça a un vrai intérêt en termes de signature, en termes de travail? Je pense qu'au fait aujourd'hui, un photographe qui peut être publié, pour pas dire qu'il doit être publié, un photographe qui peut être publié doit pouvoir le faire pour pouvoir, alors je vais pas dire asseoir sa légitimité, mais asseoir ce qu'il est et le faire prendre en confiance. Parfois, on voit beaucoup de photographes, et moi j'étais dans ce cas-là, où on se dit est-ce qu'on est assez, est-ce qu'on vaut ce qu'on vaut et est-ce qu'on est à même. Et aujourd'hui, la publication, qu'on le dise ou qu'on le dit pas, ça aide à faire asseoir certaines choses, ça aide à faire comprendre certaines choses, ça aide à faire asseoir que derrière toutes ces choses qui sont ta personne, eh ben voilà, je peux plus ou moins être légitime. Maintenant, moi j'ai été publié plusieurs fois. Alors c'est simple, dès ma première année j'ai été publié et j'étais même très étonné. Je disais en plus sur du papier, donc je me suis dit mais waouh, outre-Atlantique, donc du coup oui, se dit ah ouais d'accord. Donc si je continue dans cette lancée-là, je peux aller un peu plus loin. Et donc du coup, ça a construit aussi le fait que j'apprécie de faire beaucoup d'éditoriaux pour pouvoir continuer à faire ce genre de choses. Et donc du coup, ça pousse à ma créativité, ça pousse à mes échanges, à mes networking, à mon interaction, à mon branding, pardon. Et puis c'est important. Je trouve que c'est important. Dernière question de ce côté business. Est-ce que aujourd'hui tu gagnes bien ta vie et combien de temps tu as mis? Alors la question se pose plus côté photo en fait que côté, on a bien compris que tu as un travail salarié en parallèle. Ouais. Mais est-ce que ça tourne bien? Si j'enlève l'aspect salarial, pour l'instant, qui est une transition pour moi, je veux comme ça les gens ils puissent le comprendre. Pour moi, au fait, aujourd'hui, je gagne bien ma vie dès lors que ce que j'ai planifié est scellé. Et moi, je fais en sorte qu'en mars, allez, grand max, mars, tout soit booké. Et donc, du coup, j'ai la tête tranquille et je sais où je vais. Et comme je dis, euh, comme je dis, c'est une parole qui le dit, un peuple, un peuple sans vision n'a pas de frein. Voilà, s'il y a pas de vision, et je pense que c'est important, je pense que c'est beaucoup ce qui peut rendre anxieux d'autres photographes, c'est qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de business plan, il n'y a pas ce genre de choses. Ça peut être très capitaliste, ce que je vais dire, ou très business, ou très marketing, mais au fait, la vie marche comme ça. C'est T'as pas peut-être de juste du but, bon sens, non? tu vas pas loin. Et aussi du bon sens, il en faut. Il Non, en non, mais c'est faut, mais des fois, dans les faits, certaines choses peuvent transparaître comme mais ça n'a pas de sens ce qui est fait. Donc, je pense qu'il y a quand même, pour moi aujourd'hui, si j'enlève l'aspect fixe, on va dire les charges fixes qui me permettent de consolider mon activité, je m'en sors bien. Je m'en sors relativement bien depuis les années que je suis dedans. non, non, mais Voilà. c'est extrêmement logique en fait. Mais tu vois, là, c'est rigolo parce que je rentre dans cet épisode, dans cet enregistrement, avec un titre en tête. C'est rare que j'ai un titre en tête au démarrage d'un enregistrement. En général, je le trouve en cours d'épisode et qui est être analogique dans un monde numérique. Le titre de base dans mon esprit quand je t'invite, c'est ça. Et en fait, plus on discute et plus j'ai tendance à penser que le titre devrait plutôt être quelque chose sur la patience, sur le fait de prendre son temps, sur le fait d'avancer sereinement et lentement et en étant bien préparé. Et du coup, tu me files un sacré mal de crâne parce que je vais devoir trouver quelque chose entre ces deux-là. Et enfin, tu vois, c'est marrant comme on peut rentrer avec une idée préconçue dans une discussion et finalement en ressortir quelque chose de totalement différent, quoi.
Tu vois, l'analogie te permet forcément de poser les choses. Et si ça te fait poser les choses, ça t'apprend à être patient. Et en photographie, il n'y a pas besoin d'être une machine de guerre parce que les appareils, l'outil le fait déjà pour toi. Donc tu peux être patient et de toute façon, il te suivra. Si tu te mets en mode rafale, tu peux attendre une seconde en appuyant dessus, tu vas avoir tes rafales. Donc l'analogie pour moi me permet de me dire je vais pas faire du mode rafale, je vais faire le meilleur instant. Et donc du coup je vais apprécier la lumière à l'instant T, je vais apprécier le reste, le contexte à l'instant T, je vais sentir mon environnement et je pense que c'est quelque chose qui est oublié parce qu'il y a l'aspect financier chez certains photographes qui répond plus et donc qui rend l'impatience. Il faut aller vite en fait, mais voilà, c'est très cohérent avec l'évolution du matériel finalement. Tu peux aller beaucoup plus vite, mais c'est pas pour ça qu'il faut aller beaucoup plus vite. Exactement, c'est ça. Donc du coup, je suis sur une réflexion justement par rapport à une marque que j'apprécie beaucoup en ce moment. Et donc du coup, on va voir. Ok. On arrive à la conclusion de l'épisode. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière, et quand je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai vu la tête que tu as fait. Je pense qu'il y a une histoire croustillante qui arrive. Incroyable. 2018, je sors de la formation, du moins pas formation, j'ai fait le workshop de Greg et c'est bien passé. Tout mon process était plus ou moins en train d'être mis en place avec tout ce que j'avais reçu et franchement, grace of him. Et premier mail écrit en anglais. Réception, on cherche un photographe, telle date, et on a vu votre travail et c'est incroyable. On veut faire avec vous. Je dis parfait, ça commence, c'est parfait. Et donc du coup, ils viennent, ils sont venus d'Utah. Ils arrivent à Paris, on échange par mail toujours et on se rencontre le 23 août 2018. Place devant le Trocadéro, voilà, on commence à faire notre shooting, photo 5D, j'avais mes argentiques là, plus un 5D, et je pose mon sac une seconde, je fais les photos, cherche à prendre mon sac, disparu. Merde. Tout disparu, pas de moyen de faire quoi que ce soit, etc. Et là j'étais là, je fais mais attends, je viens juste de commencer, avec ça sert à rien. Et les mariés étaient vraiment ce que je voulais en fait. C'est vraiment ça correspondait. T'es dans le meilleur moment de ta vie qui se transforme en cauchemar quoi. Exactement. Et c'est là que je dis, il est très important d'avoir des personnes vers qui on investit. Et là, moi, je remercie, je sais pas si j'ai le droit de faire de la pub ou dire une boutique sur Bastille à Paris. Tu peux dire le nom, vas-y. Voilà. Je suis 100% pour faire la promotion des petites boutiques qui justement t'arrangent. Eh ben, Image Photorent, je remercie vraiment Ludivine et Flavie et toute l'équipe qui sont, parce que j'ai toujours parti du principe qu'au fait, si on peut investir en soi, on peut investir chez les autres. Et investir chez les autres, c'est commencer à aller avoir un bouclard et pas aller forcément que sur Amazon. Oui, il y a certaines choses qu'on peut aller chercher. Et donc j'ai noué une relation avec eux et je me rappelle, je suis arrivé, c'est le premier endroit que je suis allé voir. C'est vraiment, j'ai dit bon, bah voilà, j'ai plus rien. Et puis elle m'a regardé et elle m'a dit t'inquiète pas, on va s'arranger, on va t'aider parce que tu le mérites et tu montres que tu le fais. Et j'ai réinvesti chez eux, ils ont investi en moi et du coup j'ai gardé cette relation. Et pour moi ça a été vraiment le moment le plus struggle de l'instant. Et 2 jours après, je devais photographier la cérémonie, etc. Et du coup ça s'est tellement bien passé que toutes les choses se sont bien passées, c'était parfait. Et le meilleur moment que j'ai pu avoir, c'est le jour où j'ai photographié ma femme sans le savoir. Et j'ai fait pour moi c'était des photos qui ressemblaient à ce que je voulais mettre en évidence, mais c'est le jour-là où les connexions se sont faites et puis aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux du monde, on va dire. Donc voilà. C'est beau. Tu as rencontré ta femme sur un shooting, donc. J'ai planifié un shooting qui n'avait pas lieu de se faire parce que voilà, elle était entre Paris et New York et c'était pas possible. Et au final, ça s'est fait. Il y avait que 2 jours pour le faire. On l'a fait dans cet instant-là et après, l'histoire. Quand ça doit se faire, ça doit se faire, quoi. C'est ça, la morale de l'histoire. Exactement. C'est ça. La toute dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Je connais la réponse, mais il faut qu'il parle français. Je ne sais pas s'il parle français.
Mais bien sûr que Oui. si, Voilà. combien même, bien sûr, bien sûr. Moi, j'aurais aimé justement, s'il accepte, c'est vraiment Greg Fink. Ouais, je pense que d'une, il a une histoire. Certes, il peut plus ou moins être aimé ou pas aimé, peu importe. Mais je pense qu'au fait, il a apporté la lumière sur certaines zones d'ombre qu'on pourrait avoir nous en tant que photographes. Et je pense qu'il faut respecter et apprécier ce qui réussit. Et ça, c'est un mal qu'on n'a pas souvent à faire, justement, je trouve, dans notre milieu. Et il fait partie pour moi des personnes qui peuvent justement apporter, comme le petit pousset, allez hop, une nouvelle pièce à l'édifice sur certaines choses, sur certaines approches. Et si Greg Fink tu entends, s'il te plaît, je rigole. Et franchement, ouais, moi je Greg dis, Fink s'il ça te serait plaît, pas mal. s'il te plaît, Greg Fink, si tu veux bien venir, moi je prends. J'ai pas d'opinion positive ou négative sur les gens. Je pense que chacun a un petit truc qu'il peut apporter aux Exactement. autres et qu'effectivement, t'es pas obligé d'accepter quelqu'un dans son intégralité. Tu peux aussi prendre des petits morceaux qui vont t'aider à progresser. C'est peut-être un tout petit morceau d'un tout petit bout de quelqu'un qui va faire que tu vas passer Exactement. au niveau supérieur. Et justement, c'est ça qui est beau dans ce qu'on fait. C'est ce côté-là, le fait que tu n'as pas besoin d'apprendre des choses énormes pour du jour au lendemain faire un pas de géant dans la bonne direction, quoi. C'est ça, exactement. Dans tous les cas, tout va bien se passer. J'espère. J'espère. Écoutez bien ce message-là. Où est-ce qu'on peut Très te bien. retrouver, Franklin? Alors moi je suis actif sur TikTok, non je rigole. Tu es actif sur Clubhouse, ça, il n'y a pas de souci, on peut te retrouver assez facilement. Donc on peut me retrouver sur les réseaux sociaux connus. Donc on va avoir Facebook, Instagram et Twitter, site web. Donc ça sera mis Dans les notes d'épisode, mais on peut le dire quand même parce qu'il y a des gens qui vont jamais lire les notes d'épisode, on va pas se leurrer. D'accord. C'est D'accord. Donc franklin-k.com ouais voilà exactement c'est ça avec un petit twist qui est que le Franklin s'écrit avec un Y, pas avec exactement. un I. Mes parents m'ont sauvé parce que Franklin la tortue, voilà. Mais voilà, c'est avec un Y et vous allez me retrouver sur ces réseaux-là. J'essaye maintenant davantage de mettre un peu plus de choses différentes aussi parce que il faut parler, il faut dire des certaines choses et je pense que je vais commencer à plus le faire. Et puis tu vas mettre un peu plus de mouvement. Exactement, carrément, plus de mouvement. C'était le mot de la fin. Un grand Exactement. merci Franklin d'avoir passé cette heure avec nous à nous expliquer un petit peu ce qu'il y avait dans ton œil. C'était hyper intéressant. Et à très Merci. bientôt sur Clubhouse. Eh ben, parfait. À bientôt sur À Clubhouse. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.